Romain, on va faire un podcast. Yeah. Apparemment, on va lancer une anthologie de podcasts. Toi, moi, au Vidéo Club de la Butte. Je te propose qu'on démarre sur ton film, parce Yes. qu'on est là pour ça. Euh, et en plus, comme ça, ils ont terminé de faire pipi derrière. Comme ça, on est bon. On est au Vidéo Club de la Butte avec Romain Dodéjean, le réalisateur de Kima, en salle le 5 août. Un film de SF à la française. C'est pas si commun, ça fait plaisir. On est à un mois de la sortie. Exactement. Comment ça va? C'est une sensation, un sentiment assez étrange, un mélange de plaisir, de savoir que les spectateurs vont pouvoir s'emparer du film. C'est un moment de fin, la fin de la post-production, la fin de la fabrication du film, et la sensation que le film, ce petit être, en tout cas cette entité, qui n'est pas, enfin, qui est née de mon idée, de mon cœur, mais aussi du travail de tout un tas d'artistes et de techniciens, va vivre sa vie, quoi. Donc c'est à la fois intimidant, et c'est aussi un soulagement, et un- c'est aussi un suspense, tu vois. Bien sûr. C'est plein de trucs, quoi. Suspense, un peu le suspense du premier film. Déjà un suspense au moment de la sortie des films en règle générale, mais en plus le premier film, on a eu l'occasion d'en parler avec d'autres réalisateurs récemment, ici même. Il y a un truc particulier autour du premier film. On en fait quelque chose. Toi, en plus, c'est un premier film qui est particulier, mais on y reviendra après. Kima, c'est l'histoire de Tony, qui est un adolescent solitaire, un peu marginal dans son village, qui s'occupe des chats errants de son petit village, et qui un jour fait la rencontre inattendue d'une créature qui sort des profondeurs de la Terre et qui a une forme très particulière. Elle n'a pas de corps physique, elle est entièrement composée de vibrations sonores. Alors avec ses deux amis Zoé et Ousmane, ils décident de l'apprivoiser, sans se rendre compte que chaque jour qu'ils la nourrissent et qu'ils s'occupent d'elle, la créature devient de plus en plus dangereuse, et qu'une société paramilitaire étrange est à la recherche de cette créature. Il fait mieux les pitchs que moi. Et bah écoute, ça donne envie en tout cas. Je crois que le film a déjà été montré en festival. Tu me disais que vous avez commencé à faire quelques projections. Il y en a eu une hier soir. Le film, il est réceptionné comment, justement, sur cette dimension de science-fiction à la française? Est-ce que c'est un sujet? Écoute, franchement, ça crée beaucoup de curiosité, notamment chez les adultes, enfin on va dire les plus de 30 ans, le voient comme un objet, enfin ils comprennent que c'est un objet pas commun, dans la mesure où, comme tu le disais, il y a très peu, enfin il n'y a pas beaucoup de films de genre français, mais il y en a de plus en plus. Mais dans les films de genre, il n'y a pas beaucoup de films de science-fiction français. Chez les jeunes, les ados et tout, ils se posent pas du tout de questions, et pour l'instant, le film, je vois que ça a l'air de marcher auprès d'eux, tu vois. Ok. C'est-à-dire, je pense qu'ils sont prêts à ça, et moi, c'était une de mes ambitions au départ, c'était de proposer un film pour les adolescents, pour l'adolescent que moi j'étais, Hmm. et donc pour les adolescents d'aujourd'hui, parce que j'ai la sensation qu'il n'y en a pas beaucoup des films français qui donnent envie aux, tu vois, 12, 20 ans d'aller en salle pour kiffer, tu vois. Enfin, c'est plein d'autres désirs et plein de choses, mais notamment il y avait cette envie de toucher ce public et de recréer de l'émerveillement. Enfin, tu vois, de faire une science-fiction française qui ne soit pas dystopique, qui ne soit pas une science-fiction de l'anticipation politique, Hmm. comme on sait très bien le faire, et comme on l'a très bien fait en littérature notamment, mais plutôt une science-fiction de l'émerveillement scientifique, et qui fait partie pour moi de notre ADN et de notre culture, puisque ça commence à la fin du 19e siècle avec Jules Verne, tout au début du XXe siècle avec des auteurs un peu oubliés aujourd'hui comme Maurice Renard, Rosny Aîné, qui ont écrit Le Péril bleu, L'homme truqué, euh, euh, comment dire, La force mystérieuse, Les Xipéus, et tout un tas d'autres œuvres littéraires, comme je dis, qui sont un peu tombées dans l'oubli, alors qu'elles sont véritablement des récits de science-fiction français. Et donc moi j'avais envie de m'inscrire là-dedans, et aussi de continuer ce que j'ai commencé à faire avec mes courts-métrages, c'est-à-dire avant tout raconter des histoires de personnages. Et moi, ce que j'ai envie de raconter, c'est des histoires de personnages qui sont un peu marginaux, qui sont un peu décalés, tu vois, un peu solitaires à leur façon, et qui ont besoin de la rencontre avec le surnaturel, Hmm. de la rencontre avec le fantastique, pour se transformer.
et pour se reconnecter à eux-mêmes et se reconnecter aux autres. Et c'est ça que j'ai fait dans mes premiers films, dans mes premiers courts-métrages, et c'est ce que j'avais envie de faire dans Kima, et j'espère que ça touchera les gens. Ben, alors, c'est important que je précise maintenant que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir le film. Je vais le voir dans 2 jours. J'ai trop hâte. Par contre, du coup, c'est sûr que dans cet échange-là, moi, je serais plus dans la spéculation, puisque ici, on essaye de donner la recette des films façon Club Sandwich. Donc, on essaye de donner une liste d'ingrédients qui auraient pu t'inspirer ou en tout cas t'accompagner dans ton film, puisqu'on sait maintenant qu'on fait parfois des choix en conscience, mais on fait aussi parfois le choix de repousser certaines références pour aller dans une autre direction. Donc je te propose qu'on rentre dans cette recette. Mais avant ça, il y a une transition là qui tout de suite m'interpelle un peu, parce que tu viens de parler de Jules Verne. C'est vrai que c'est pas un truc que j'avais forcément conscientisé, mais tu vois, à Disneyland Paris, je sais pas si tu es allé à Disneyland Paris récemment, il y a tout un espace avec une DA très spécifique et tout, et en fait qui est c'est tous les environs du Space Mountain. Ouais, steampunk, quoi. Ouais, et en fait, c'est très inspiration Jules Verne, ça. Et ça m'en rend ouf, enfin, par rapport à ce que tu viens de dire. Ils ont rebrandé, tu sais, le truc avec Star Wars, mais ils l'ont vraiment fait à la va-vite. Ils ont collé des stickers Star Wars sur Jules Verne. Et du coup, il y a un peu ce truc, là où je te rejoins, c'est comment est-ce qu'on raconte ce rapport à la SF française. C'est vrai que dans des endroits comme ça, de voir toute une dimension, toute une matérialisation de la SF, du coup d'inspiration un peu française, rebrandé avec vraiment le truc le plus américain possible, Star Wars et tout. C'est vrai que c'est un peu dommage, et c'est marrant, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Honnêtement, tu me dis si on s'égare dans la digression, mais c'est un sujet absolument passionnant et je suis pas le seul à me questionner là-dessus, et je pense notamment à un auteur français qui travaille énormément sur l'archéologie de la science-fiction française, qui est Serge Lehmann, qui a écrit énormément de romans, et notamment une bande dessinée géniale qui s'appelle La Brigade Chimérique, qui exhume les super-héros européens de l'avant-Seconde Guerre mondiale. Okay. Et la BD est entièrement basée sur des figures de super-héros français, allemands, polonais, issus des contes fantastiques, et donc et tu vois la richesse absolument dingue de ce qu'on a oublié. Mortel. Et qui fait partie de nous, tu vois. Okay. Et donc c'est pour ça que dès le début, quand moi j'ai voulu faire du cinéma de science-fiction en France, j'ai voulu le faire dans le système, c'est-à-dire que je me disais qu'il était possible de le faire avec les aides publiques, avec le CNC, avec les régions, avec les télévisions. J'avais pas envie de le faire de façon indépendante, tu vois, dans mon coin, mais je voulais le faire dans l'industrie française. Et j'étais persuadé que c'était possible, puisque je ne voyais pas l'absence de films de science-fiction comme un signal négatif, mais plutôt comme un boulevard qu'il fallait occuper. Okay. C'est-à-dire, je me disais, c'est génial, on a tout à faire. Je te donne un exemple d'un récit qu'il faut se réapproprier, tu vois, c'est La planète des singes. Ouais. La planète des singes, qui est devenue une franchise américaine hollywoodienne, ça vient d'un roman de Pierre Boulle, ouais, qui est un auteur français, qui était d'ailleurs ingénieur, qui a été espion, qui a eu une vie absolument incroyable, qui elle-même pourrait être un film. Et c'est français. De la même façon que 20 milieux sous les mers, puisqu'on parlait de Jules Verne, tous ces romans qui ont été adaptés par les Américains, je pense qu'on commence à rentrer dans l'époque où on va pouvoir se les réapproprier, et on va pouvoir reconstruire au cinéma notre propre imaginaire, notre propre science-fiction, et plus largement notre propre cinéma de genre. Que les dieux du cinéma t'entendent, Romain. En tout cas, on y bosse. Ouais, non, mais je crois qu'il y a eu des tentatives de relancer 20 milieux sous les mers. Il y a eu des tentatives, absolument. Et il y a énormément d'auteurs et d'autrices qui, en ce moment, écrivent, tournent ou post-produisent des films qui vont sortir l'an prochain ou l'année d'après, et qui vont être des films de zombies, des films d'horreur, des films d'action, des films de SF, des films d'épouvante. Enfin, ça arrive, là. Il y a une nouvelle vague qui est en cours, qui est en marche, et j'espère qu'on ne pourra pas l'arrêter. Très bien. Eh bien, qu'elle ne s'arrête jamais. On attaque notre premier ingrédient ? Allez, on part avec le pain, et pour le pain, on a choisi 37, L'ombre et la proie, de Arthur Mollard, qui est sorti en 2024.
Alors, on suit un camionneur Un camionneur, qui ouais, est un joué par routier, ouais. Guillaume, un routier qui est joué, routier. On suit un routier qui est joué par Guillaume Potier, qui est pris en otage par une jeune femme qu'il rencontre sur le bord de la route et qui est jouée par Mélodie Simina. On va pas en dire beaucoup plus, c'est un film dans lequel il y a beaucoup de tension, c'est presque un huis clos dans un camion. C'est un film qui joue énormément avec les codes du genre, et on vous laisse découvrir ce petit tour de force de narration. 37 L'ombre et la proie de Arthur Mollard, coécrit avec Claire Patronic. C'est vraiment un super film. Enfin, je trouve que c'est un film très impressionnant parce qu'avec une économie de moyens énorme et pour le coup des contraintes de tournage, c'est vrai que quand on sait ce que ça représente le tournage d'un film comme le sien avec les déplacements, les camions et tout, c'est très impressionnant. Mais je veux dire, outre les contraintes, c'est juste un excellent thriller, quoi. Enfin, je veux dire, on est complètement embarqué, ça fonctionne hyper bien, ça joue super Ça bien. joue super bien. D'ailleurs, on peut dire, bon, pour les gens qui seraient passés à côté du film, que les deux acteurs principaux du casting ont été sélectionnés en Ont été meilleur nominés. espoir. Ouais. Donc c'était quand même, il y avait Nommés. quand même aussi une vraie récompense pour le film à travers l'interprétation. Absolument, ouais, ouais. Non, donc c'est un film qui est fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'enthousiasme, de passion, et moi j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Donc ouais, 37 L'ombre et la proie, c'est vraiment cool. Découvrez-le si vous l'avez pas vu. J'ai trouvé ça très chouette. Moi, j'avais eu la chance de le voir au cinéma et c'était vraiment un très très bon visionnage. Trop bien. On a choisi ce film évidemment pour une raison assez précise, c'est parce que ce film il fait partie d'une collection qui s'appelle Parasomnia, pour lequel il y a eu un appel à projet, et donc qui m'a fait partie. Est-ce que Exactement. tu veux nous faire un petit point sur ce que c'est Parasomnia, parce que ça a vraiment ça a vraiment lancé une espèce de vague, et on en voit gentiment arriver les premiers effets. Je suis curieux que tu expliques aux gens ce que ça représente et comment toi tu t'es emparé de ça. Absolument. En fait, Parasomnia, c'est un label qui a été créé par Marc Missonnier, donc producteur chez Moana Film, et Sony Pictures France. Et l'idée, c'était de lancer des projets de cinéma de genre français avec des budgets réduits et découvrir une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices et de leur mettre le pied à l'étrier et essayer de proposer au public des films de genre qui soient vraiment orientés public, orientés divertissement. Soit comme Kima, tout public, familial, soit comme 37, thriller, qui pourrait attirer du jeune public, notamment en salle. Et donc pour cet appel à projet, ils ont lancé donc un appel à projet national qui a beaucoup tourné chez les auteurs et les réalisateurs. Ils ont reçu je ne sais plus combien de milliers de pitchs. Ils ont reçu 2600 projets. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Sous la forme de une page de synopsis, une page de note d'intention et un CV. Et donc ils en ont reçu énormément, ils ont tout lu, et puis le processus de sélection a duré quasiment 2 ou 3 ans. On a avancé, il y a eu une sélection, il y a eu un écrémage comme ça, enfin, on était de moins en moins, quoi. Et à la fin, on n'était plus que 3. Il y a eu donc 37 L'ombre et la proie, qui est sorti il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a Kima qui sort là dans un mois, et ensuite il y a le film de Benjamin Bunel, Taoua, qui sort À dans la quelques rentrée. mois. Ouais, alors En dans septembre, quelques... je Oui, crois. ouais. Et, euh, et voilà. Et donc l'idée, c'était ça, c'était de proposer des concepts forts, des films avec des arguments forts qui puissent être réalisés, pensés et conçus dans des budgets réduits. Donc avec des temps de tournage courts et qui puissent être pensés comme ça dès le départ. Voilà pour Parasomnia. Et donc toi, tu as envoyé ton pitch, tu as été sélectionné, tu as passé les différentes étapes. Et Oui, jusqu'à la production, c'est quoi un peu la timeline entre le moment où toi t'envoies et jusqu'au moment où on te dit go? Et qu'est-ce qui se passe quand on te dit go? C'est quoi un peu les étapes clés de ça? Parce que du coup, il y a 2600 projets qui n'ont pas eu l'occasion de vivre ces coulisses-là. ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. En fait, en gros, l'appel à projet, il est lancé vers le printemps 2021. Et donc, à l'époque, moi, je suis en atelier d'écriture, dans un atelier d'écriture de scénario, et j'étais en train de travailler sur Kima, qui avait déjà ce nom-là et qui avait déjà ce concept-là. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être coller dans cette idée d'un film avec un budget réduit, puisque le principe de mon film était la rencontre entre un adolescent esseulé et une créature qui est entièrement faite de vibrations sonores.
Et donc j'ai tenté le coup. Et le processus de sélection pour moi a duré jusqu'en 2024. Donc tu vois, 2021, 2022, 2023, Quand même. 2024. Donc alors c'était pas tous les jours pendant Ouais, cette bien sûr. période-là, hein, mais je veux dire c'était des temps d'écriture et de réécriture Mm, mm. qui sont plutôt classiques dans le cinéma. Et j'ai eu le go pour le tournage en 2024. Et donc on a tourné en septembre 2024. Et là, voilà, j'ai préparé le film pendant l'été, j'ai recruté mon équipe, j'ai eu la chance d'être accompagné par des techniciens super forts qui m'avaient accompagné sur mes courts-métrages, donc on se connaissait, on avait de l'amitié. T'as récupéré Et beaucoup de gens de tes cours? bah ouais, Trop parce bien. que en fait, comme il y avait peu de temps et de budget, il s'agissait d'être efficace, tu vois, il s'agissait d'être rapide, donc il fallait il fallait monter une équipe qui soit à la fois suffisamment expérimentée pour pouvoir travailler dans des conditions où on avait peu de temps, et en même temps des techniciens aussi qui avaient un intérêt à rentrer sur un film comme ça avec pas beaucoup de budget, soit parce qu'ils lançaient leur carrière, soit parce que ça les intéressait de faire de la science-fiction, tu vois, et de Mm. présenter leur travail. Et donc j'ai eu la chance d'être entouré de gens vraiment formidables qui ont donné beaucoup de leur talent et de leur temps pour le projet. Et, et on a bossé comme des dingues. On a tourné 24 jours en septembre. On a fini début octobre. Et ensuite, on a monté, on a post-produit pendant plus d'un an. Et ensuite, le film a commencé à faire sa vie en festival. Il y a quelqu'un dans ce parcours-là qui a quand même une place importante, je crois. C'est une co-scénariste que tu as Absolument. rencontrée dans le cadre de Parasomnia? Ou est-ce que vous aviez déjà discuté du projet avant? On s'est rencontrés avant, en fait, avec Émilie Dubois, puisqu'il s'agit d'elle. On s'est rencontrés à l'atelier scénario où on était en 2021, juste après le Covid. Et en fait, on était quelques auteurs à faire cet atelier. On s'est assis l'un à côté de l'autre et elle m'a dit ah, j'ai vu ton court-métrage de science-fiction, Les Champs magnétiques, j'ai kiffé. Donc j'étais là, ah, trop sympa et tout. Et je lui ai dit qu'est-ce que t'écris? Elle me dit j'écris un film d'horreur. J'étais là, ah. Et elle me dit et toi? Je dis moi un film de science-fiction. Ah. Et donc on s'est rendu compte tous les deux qu'on adorait le cinéma de genre et on est devenus amis très vite. Et je lui ai proposé, peu de temps après le début de cet atelier, de rentrer en coécriture sur mon projet. Et c'était bien avant le lancement de l'appel à projet Parasomnia. Donc tout s'est tuilé en fait de façon très fluide. On a eu cette chance-là. Et donc on a coécrit avec Émilie, accompagné et développé par Marc Missonnier, le producteur de Moana Film et le créateur de l'appel à projet Parasomnia. Voilà. C'était important pour toi de t'entourer à l'écriture? Ça a vraiment changé ton regard sur le film ou... Tu veux dire pour la coécriture? Ouais. Pour moi, c'est génial la coécriture. En fait, c'est formidable parce que on n'est jamais à court d'idées quand on est Mm. deux. Je trouve que c'est un processus qui est beaucoup plus agréable d'écrire à plusieurs. On rebondit sur les idées les uns des autres. On essaye de trouver toujours des meilleures idées tout en gardant, et c'est mon rôle, puisque c'est mon idée originale au départ, le cœur du projet, tu vois, essayer de rester dans une direction. Et donc, avec Émilie, bah, il se trouve qu'on s'entend très bien, on a plein de références en commun. Et à deux, ben, on va plus vite, on est plus fort et on est des besogneux, tu vois. On passe Mm. du temps, on écrit, on réécrit, on avance pas à pas, on regarde beaucoup de films, on s'inspire, on se challenge. C'est vraiment cool, quoi. Parasomnia, c'est aussi des budgets assez encadrés. Et du coup, j'ai une question qui est un peu, qui est volontairement provocatrice, mais est-ce que quand on a moins d'argent, on est obligé d'écrire mieux? Alors, On on en est a déjà un toujours, petit peu parlé en off, alors je sais, on est toujours obligé d'écrire mieux dans tous les cas. évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que quand on a moins d'argent, en effet, c'est quand même pas mal d'y réfléchir dès l'écriture. Parce que on s'évite des déconvenus quand on commence à préparer. C'est des choses qui sont pas excessivement compliquées, tu vois. Par exemple, si tu as une scène avec 200 figurants, ça va te demander beaucoup d'argent. Si tu tournes de nuit, ben, du coup, ça implique des temps de repos pour les techniciens, donc ça implique plus de temps, donc ça implique moins de temps de tournage que si tu tournais 2 jours. C'est plein de petites choses comme ça. Donc moi, j'avais la chance d'avoir fait les cours, donc j'avais déjà des notions de production. Et Émilie a été productrice dans une autre vie, donc elle avait aussi des notions. Et Marc Missonnier, bien sûr, nous a également conseillé sur ces choses-là. Mais comme dès l'écriture, si tu veux, on réfléchissait à ce qu'on pouvait faire
qui coûterait pas une fortune et qui serait impactant, émouvant, efficace pour le film, on n'a pas souffert du manque de budget, quoi. En fait, on a intégré. Enfin, moi, très vite, je me suis dit bon bah voilà, on va pas aller contre le budget, tu vois. J'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des clips, j'ai tourné toutes sortes de choses où on n'avait pas d'argent. Donc en fait, je pense que j'ai compris sur les formats et les choses que j'avais tournées auparavant qu'il fallait essayer d'être ambitieux, certes, mais de pas non plus mettre le projet en danger en cherchant à faire trop alors qu'on n'avait pas les moyens, tu vois. C'est une sorte d'adéquation entre l'ambition et les moyens. C'est pas facile, mais en tout cas, on a essayé de le faire sur Kima. Voilà, donc dès l'écriture, il s'agissait de réfléchir à ça. Ensuite, l'écriture se heurte, si je puis dire, au moment de la préparation et des repérages. Et en fait, il s'agit d'être be like water, tu vois. Genre, il s'agit de s'adapter, tu vois. Je te donne un exemple. Dans le scénario, le personnage d'Ousmane s'occupait de poules et de moutons. Et puis quand on a fait les repérages du film en région Grand Est, on a trouvé un endroit pour loger l'équipe qui était une ferme équestre, où il y avait donc des dizaines et des dizaines de chevaux. Et donc c'était l'endroit où on pouvait juste loger l'équipe, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, si on change un peu le scénario, peut-être que Ousmane s'occupe de chevaux, auquel cas, on peut se servir de notre camp de base également comme un décor du film. Comme ça nous fait une économie, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et il fallait, comme ça, un peu réfléchir enfin, faire avec les contraintes, en fait, et essayer de toujours s'adapter. Mais bon, c'est pareil, je pense, sur absolument tous les tournages, hein, que tu aies 150 millions ou 1 million, tu dois toujours un peu t'adapter, tu vois. Ouais, c'est après que du coup, tu as conscience de ton économie au moment où tu écris, ce que tu disais, donc presque d'une certaine manière, tu gagnes une base d'écriture, puisque tu écris déjà pour ce budget-là. Là où j'ai eu l'occasion de voir certains films qui se montent autour de budgets espérés, et où au final, entre le moment où tu lances ton financement et le moment où tu lances ton tournage, tu peux te dire parfois, bon bah là, il faut qu'on fasse une économie, donc je prends mon scénar, je vais couper 30 pages, et du coup, potentiellement, tu mets un coup à ce que tu as écrit, qui faisait sens au moment où tu l'as écrit. Absolument, ça fait partie du jeu, ce qui ne s'est pas passé avec Parasomnia, puisque dès le départ, on savait quel serait notre budget. Ce que tu décris là, c'est plutôt ce qui se passe la plupart du temps, en effet. Mais bon, le travail de réécriture pour économiser du budget, ça fait partie du travail des auteurs. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, il n'y a pas vraiment de manière de le dire, mais ça fait partie de cette industrie, de cette économie. Tu t'adaptes, tu fais des arbitrages, quoi. Tu es d'une sérénité, Romain. Non, mais vraiment, j'admire, parce que c'est des trucs c'est des choses qui peuvent être très frustrantes dans ce genre de processus, et je vois que tu as un truc dans lequel tu as beaucoup de recul et tout. C'est une façon, oui. Ce qui fait que tu dois être aussi plus serein au moment de repartir au combat, entre guillemets. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, moi je pars du principe, je veux faire le film. Ouais. On peut faire le film en étant tout le temps malheureux, ou on peut faire le film en s'adaptant aux contraintes. Le spectateur, à la fin, il voit une scène, il ne sait pas que la scène aurait dû être autrement dans la version 4 ou dans la version 3. Il n'en a aucune idée. Si le film fait 1h20 et que ça lui plaît et qu'il a des émotions et qu'il passe un bon moment, il ne va pas sortir de la salle en regrettant le film qui n'a pas existé, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi je pense que c'est un métier, ou en tout cas c'est une activité qu'on fait en tenant compte des contraintes, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est Sidney Lumet, hein, le but c'est de faire le film. Quand on vous propose de faire un film, faites-le, quoi qu'il se passe, et adaptez-vous, quoi. Amen. Je te propose qu'on passe au deuxième ingrédient, la sauce. Ouais, juste avant, je voudrais pas laisser penser qu'il faut pas non plus ne pas lutter pour ses idées, hein. Je pense que c'est le rôle de l'auteur et du metteur en scène d'être exigeant et d'essayer de maintenir l'ambition la plus haute possible, tu vois. Ouais. Mais ça n'est pas comme un compromis. Okay, ouais. Et ce que tu dis, ça me fait penser à un truc qu'on a abordé avec Martin Darondeau, qui a co-réalisé de la Comédie Française, qu'on a eu en interview peu de temps avant toi. Trop cool. Qui disait que dans bien des cas, l'écriture, c'était toujours une discussion, mais ça devait jamais être un compromis. Et là, vous vous rejoignez, je trouve, même si vous le décrivez différemment, parce que vous n'avez pas la même personnalité, c'est souvent que tu vas pas
accepter une idée moyenne parce qu'on ne te permet pas de tenir cette idée. En revanche, cette nouvelle info qui t'oblige à réadapter ton idée doit toujours amener une troisième idée qui est meilleure que Oui. celle que tu avais à la base. Et je trouve que vous vous rejoignez un Oui. peu là-dessus. Je le formulerais peut-être un peu différemment. En fait, c'est plutôt, tu veux faire ça, et tu veux le faire dans ton film, et tu vas le faire, quels que soient les moyens que tu as. Donc en fait, tu vas trouver des solutions. Et l'histoire du cinéma ne cesse de nous montrer des exemples de cinéastes qui se sont adaptés à leurs contraintes et qui, des galères, ont fait mieux, tu vois. Un des exemples qui vient tout de suite en tête, c'est le requin des Dents de la Mer, tu vois. Bah voilà, bah en fait, c'est imbattable comme exemple. Enfin, tu vois. Et ça nous emmène vers notre deuxième ingrédient. La transition est parfaite, du coup. La sauce Super 8 de J.J. Abrams, qui est produit par Steven. Carrément. Donc là, on est complètement dedans. Ça nous raconte l'histoire de gamins qui tournent des films, justement, à la débrouille. Et qui sont, pendant leur tournage, témoins d'un accident de train, qui n'est pas vraiment un accident. Et il y a tout un tas de petits trucs bizarres. Et on ouvre à un peu justement tout l'imaginaire autour de la dimension Amblin, entre guillemets, développée par Spielberg, donc les extraterrestres, les sociétés secrètes, et surtout une place centrale qui est donnée à la famille et à des soucis de communication entre les enfants et les adultes. J'ai l'impression, au vu de ton affiche et de la bande-annonce qui nous a été donnée de voir, que cette imagerie un peu Amblin, c'est quelque chose qui t'a beaucoup inspiré. En fait, moi, je suis un enfant de la fin des années 80, donc c'est vrai que j'ai grandi avec les productions Amblin. Et ensuite, je suis devenu un cinéphile, un étudiant en cinéma, donc j'ai exploré la cinéphilie classique, je me suis intéressé à plein de choses, et au moment de réécrire des histoires, je me suis rendu compte que très naturellement, je me connectais à l'adolescent en moi et à l'enfant de 12 ans, tu vois. Et j'avais envie très fort de retrouver ce rapport au merveilleux que j'avais dans les bandes dessinées quand j'étais petit, que j'avais dans le cinéma, et que j'avais également dans la science, puisque moi je suis un passionné de sciences fondamentales, astrophysique, cosmologie, biologie, ça m'intéresse beaucoup, physique. Et donc, je voulais essayer de communiquer au public l'émerveillement que j'avais devant le vertige cosmique, la grandeur de l'inconnu, et également parler d'amitié, de solidarité face à l'adversité, puisque c'est un sujet qui me parle beaucoup. J'avais envie comme je te le disais tout à l'heure, de parler de personnages qui sont un peu déconnectés, un peu perdus, un peu décalés dans leur vie, et qui, en fait, quand ils rencontrent l'étrange, apprennent à se reconnecter et apprennent à créer du lien ensemble. Ouais, c'est presque une nouvelle connexion. Ouais, exactement. Donc ça, pour moi, c'est un truc qui m'intéresse moi, et je voulais le faire à l'intérieur d'un film où je voulais créer de l'immersion, et je voulais que le spectateur soit au premier degré avec les personnages. Je voulais pas faire un film cynique ou méta, je voulais être très premier degré. Je voulais qu'on croie à tout ce qui se passe. Et en fait, le cinéma des années Amblin, c'est un cinéma où on croit à ce qui se passe. Poltergeist, Rencontre du troisième type, E.T. notamment, puisque je pense que c'est de ces films-là dont tu parles, que tu évoques. C'est des films qui embarquent le spectateur dans une aventure généreuse, et j'avais envie de toucher ça du doigt. Et il y a autre chose, peut-être même encore plus précis, c'est j'avais envie de filmer un village français, donc moi, dans des endroits où j'ai été quand j'étais petit, où j'ai grandi quand j'étais petit, avec étrangeté, avec mystère, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que les productions Amblin des années 80 ont fait. Elles ont donné de la place au cinéma, aux banlieues, aux suburbs, aux quartiers résidentiels, tu vois. Et donc, je voulais essayer de retrouver cette façon de filmer le quotidien de façon mystérieuse. C'est ça que j'ai essayé d'extraire de ce cinéma des années 80. Après, pour le reste, c'est un film d'ado, donc il y a, bien sûr, on pense aux Goonies, mais en France, on a aussi Le Club des 5, on a aussi d'autres films, dont un dont on va peut-être parler tout à l'heure. Donc il y a des rencontres entre les genres, tu vois. Mais Super 8, puisqu'on parle de tout ça, était un film qui m'inspirait beaucoup, et surtout pour la première heure du film. Super 8, c'est un film sur lequel on a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il est très très aimé auprès de la critique, ce film. Ouais, je pense qu'on lui a vachement reproché ce mimétisme-là. Ouais. Et c'est marrant parce que tu as raison sur un truc, il n'y a pas du tout de mauvaises intentions dans ce mimétisme-là. En fait, il est vraiment dans un truc, il assume complètement son hommage, et en même temps, je trouve qu'il l'emmène un petit peu ailleurs.
ce qui est très agréable au revisionnage. Parce que, pour être tout à fait honnête, mon premier visionnage m'avait un peu laissé sur ma faim et j'ai carrément aimé le revoir. T'as aimé le revoir? Ouais, j'ai vraiment pris du plaisir à le revoir. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a un autre regard qu'on porte là-dessus, parce qu'entre-temps, il y a eu des trucs comme Stranger Things, par exemple, qui reprennent certains de ces codes-là, tu vois, et qui pour le coup, ont trouvé le public, alors qu'on est sur des mécaniques qui sont un peu moins sincères, je trouve, par endroits. Et aussi très certainement du fait du médium de la série, qui sont très étalés, alors que là, l'écriture de J.J. Abrams, c'est vraiment c'est au cordeau, quoi. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Genre, la première heure de ce film, c'est une masterclass d'écriture, de montage, de mise en scène. Ça va, mais tout droit. C'est un autobus qui te fonce dans la tête et en même temps, t'es avec les personnages. C'est magnifique. T'es ému. Tu comprends tout. Il utilise le médium du cinéma à fond la caisse, mais sans parole, sans dialogue. Il te montre des choses. Il te crée de l'émotion juste avec l'image, avec sa mise en scène. Moi, je trouve que c'est un... Enfin voilà, j'en fais peut-être beaucoup, mais ce que j'essaye de réhabiliter, notamment vraiment la première heure de ce film, parce que en effet, c'est vrai que la deuxième partie, très militaire, très action, est peut-être un peu moins intéressante. Mais en tout cas, moi, je voulais essayer de m'inspirer de cette capacité, de cette fluidité qu'il avait dans cette première partie de Super 8. Cette générosité, les gamins jouent super bien, c'est drôle. C'est impressionnant, le jeu des gamins. Ouais, tu vois, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a de l'aventure, il y a du mystère. Moi, j'aime ça. Enfin, j'aime ces propositions de cinéma hyper généreuses. Alors du coup, j'ai pas encore vu Kima, mais dans Super 8, il y a aussi une créature qui arrive assez tard, finalement. Toi, la gestion de cette créature invisible, est-ce que c'était flippant de se dire que t'allais montrer quelque chose que finalement on verrait jamais ou est-ce que justement tout réside dans le challenge de comment tu matérialises ça à l'image, parce que c'est assez ludique quand même comme principe. Ouais, en fait, si tu veux, au tout départ, moi je voulais faire un film de rencontre avec l'étrangeté dans un village français, comme je te disais. Quand j'étais petit, je voyais énormément de films et je lisais énormément de BD où les extraterrestres, ils arrivaient à Manhattan ou à Washington, mais jamais dans le Maine-et-Loire, tu vois, chez mes grands-parents ou au beau milieu de la campagne française. Et du coup, je me suis dit, mais on va faire ça. En fait, il y a aucune chance que statistiquement, s'ils se posent au milieu du monde, ils n'arrivent pas à Son-Loire, près de Cholet, au milieu de la France, tu vois. Bon, et en l'occurrence, on l'a fait en région Grand Est, mais je veux dire, il pourrait se poser n'importe où. Et moi, j'aime beaucoup le son au cinéma, donc je voulais un film très sonore, je voulais un film très sensoriel, avec le son et la présence de l'invisible. Et je me suis dit, tiens, mais finalement, ces aliens, peut-être qu'ils vont produire du son. Et en fait, je me suis dit non, j'ai eu un déclic un jour, je me suis dit non, ces extraterrestres seront du son. Ils seront faits de son. Et là, je me suis dit, tiens, ça j'ai pas vu un truc comme ça, je pense que ça n'existe pas et tout, je pense que j'ai une idée. Et en fait, à partir de là, c'est une pelote de laine qui suffisait de dérouler. C'est-à-dire, j'ai réalisé que si ces êtres étaient faits de son, ils ne pouvaient pas vivre à l'état naturel dans l'espace, puisque c'est un milieu de très faible densité. Il fallait donc qu'ils aient un milieu de forte densité. Par conséquent, il paraissait extrêmement naturel de les emmener, de les enlever de l'espace et de les emmener au centre de la Terre. Et donc j'ai compris que je ne ferais pas un film d'extraterrestre, mais je ferais un film d'intraterrestre, avec une créature qui viendrait des milieux de très très forte densité du sol, et qui sort accidentellement du sol à la faveur d'expérimentations humaines, de modification de l'environnement pour extraire du pétrole ou extraire de quoi faire des armes, tu vois. Pour moi, dès le début, c'était une créature qui était comme un tigre, ou comme un dragon qui naît d'un œuf. Pas un être fondamentalement maléfique ou dangereux, mais un animal sauvage. Donc en fait, qui a besoin de se défendre, qui a faim, et qui peut être dangereux en mettant un coup de patte parce qu'on le dérange, tu vois. Et donc, à partir de là, très vite, j'ai eu des idées visuelles. Parce que je me suis dit, ça ne sera pas une créature uniquement invisible et sonore, mais la vibration, c'est quelque chose qu'on voit. La vibration de la matière, la vibration des objets, la vibration de l'air. Et quand on met du sable sur une plaque métallique et qu'on la fait vibrer à des fréquences fondamentales, ben ça fait des motifs géométriques. Ça, je le savais, puisque comme je te disais, je m'intéresse à la science, donc c'est des images que j'avais vues. Donc je me suis dit, tiens,
notre créature aura une façon de s'exprimer via ce qu'on appelle des figures de Chladni, qui sont des motifs géométriques correspondant aux fréquences. Et du coup, tu as tout un langage visuel qui s'est extrait de cette idée de créature sonore. On va faire des podcasts de 8 heures, je te jure. Non, mais c'est fascinant en vrai. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que tu te dis, j'ai trouvé une idée, je pense avoir trouvé une idée, et par rapport à notre point de départ, c'est vrai que quand tu penses à rencontre du troisième type, la communication se fait par le son bien avant le visuel, donc il y avait quand même un embryon de quelque chose de ça, et tu l'as amené ailleurs et tout, et en vrai c'est passionnant, toutes les explications que tu en fais là. Oui, c'est très intéressant. La rencontre du troisième type, c'est la musique, et dans les courts-métrages que j'ai faits, dans les champs magnétiques et colonies, c'était les champs magnétiques, la recherche des champs magnétiques comme moyen de se reconnecter ou de retrouver un être cher qui a disparu. Et moi, j'aime bien cette science-fiction de l'invisible ou du hors-champ, ou en fait, presque, je dirais, de la croyance. C'est-à-dire, si on va vraiment jusqu'au bout du truc, les personnages pourraient constater quelque chose que les autres ne voient pas, tu vois. Et j'aime bien jouer comme ça avec les lois physiques et au fond avec l'émerveillement dans le regard, tu vois. Et c'était comme ça d'ailleurs que j'ai dirigé les jeunes comédiens du film, Jules Lefebvre, Lucie Lost-Berset et Mamadou Haïdara. Il s'agissait de faire exister la créature dans leur regard et dans leurs attitudes, tu vois. Et donc voilà, ça me plaît bien tout ça. Eh ben, sacré programme. Je te propose qu'on avance sur le film suivant. Let's go. L'ingrédient suivant qui est les petites crudités, c'est l'instant fraîcheur, mais pas vraiment. Parce qu'on part sur Christine, John Carpenter, je pense que là, en l'espace de même pas 6 mois, on a dû faire toute sa filmo dans Vidéo Club Sandwich, parce que justement, il y a un truc dans sa mise en scène qui est pareil, hyper ludique. Et j'ai choisi ce film parce que dans ton pitch, dans ta bande-annonce, on a le sentiment que cette créature, à un moment donné, elle devient incontrôlable, elle incarne aussi une forme de danger. Et c'est le cas dans Christine, c'est-à-dire que cette rencontre avec l'inconnu, d'un coup, elle devient une opportunité, elle ouvre le champ des possibles, et en même temps, ce champ des possibles, d'un coup, devient peut-être un mauvais présage. Et dans Christine, c'est hyper cool parce que on est vraiment dans l'aspect le plus basique de ça. C'est un adolescent qui a une voiture. Quoi de plus cool pour un adolescent américain d'avoir une voiture? C'est la liberté. Et en même temps, cette voiture devient une menace pour tous les gens qui l'entourent. C'est une voiture qui est jalouse. Et en plus de ça, il y a tout un truc dans la mise en place qui me faisait penser justement à ces effets dont tu parles, ces effets pratiques. Puisque là, ils ont dégommé pas mal de voitures et diffusé les effets à l'envers pour qu'elle donne la sensation de se détruire, de se réparer, alors qu'en définitive ils étaient en train de la détruire. J'étais allé chercher sur Wikipédia comment ils avaient fait cette scène, c'est trop parce bien. que franchement c'est tout simple, ils ont juste inversé. C'est que des trucs comme ça, donc c'est vraiment de la réflexion, ce que tu disais aussi, c'est quelque chose qui se passe à l'écriture. Voilà, c'est un film que j'adore, mais donc du coup, il y a aussi cette notion de c'est toujours pareil un peu, c'est avec un grand pouvoir, des grandes responsabilités, quoi. Et comment ça se passe quand ces responsabilités-là t'échappent? Franchement, je trouve ça hyper intéressant de prendre Christine comme exemple, puisque ça n'était pas une référence pour Kima, mais c'est un film que j'aime bien, et j'ai l'impression que c'est pas le Carpenter dont on parle le plus, peut-être aussi parce que c'est pas son plus grand film, tu vois. Et aussi parce qu'il y a une grosse empreinte de Stephen King, c'est-à-dire que c'est peut-être pas son film le plus personnel, mais c'était aussi un moyen de parler de Stephen King qui a aussi une empreinte, mine de rien, sur ses récits adolescents, un peu brutaux, dans ça, ou dans Stand By Me. Complètement. Les personnages de Christine, en plus, sont un peu plus âgés, la voiture est une sorte de métaphore de la pulsion sexuelle aussi, des jeunes adultes et tout. C'est vraiment intéressant. Le pont avec Kima, je le ferais sur l'idée que, en effet, ce qui paraît amical ou ce qui paraît doux comme une entité ou une créature peut être dangereux, et j'en parlerai peut-être aussi sur la tonalité générale, c'est-à-dire moi ça m'intéresse bien de faire des films, comme je te le disais, qui tutoient l'émerveillement, mais qui sont aussi à la frontière avec l'horrifique, quoi, qui viennent en fait proposer une palette d'émotions. Où tu peux rire, où tu peux avoir peur, où tu peux te sentir émerveillé, tu peux te sentir horrifié. Et Carpenter, Carpenter il est plus souvent dans l'horrifique, mais en tout cas il aime bien comme ça varier entre différentes tonalités.
Et ouais, bah, c'est un film, voilà, Carpenter, c'est le maître, hein, et d'ailleurs, il reste le maître, puisque énormément des cinéastes des nouvelles générations continuent de, de, de l'appeler maître et continuent de répondre de son héritage. Donc c'est assez fou. Voilà, cool film. Il y a quelque chose là qui fait un peu le lien entre tous ces films et avec le tien aussi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est des périodes où c'est difficile de trouver des connexions et tout. Euh, et le point commun de tout ça, c'est l'adolescence. Il y a un vrai truc avec l'adolescence. Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment d'être autant déconnecté quand on est adolescent? D'autant plus que dans tous ces récits, on montre des adultes qui sont souvent dépassés, qui sont vraiment perdus et qui ont du mal à communiquer, justement parce que ils n'ont pas l'air d'être complètement en phase avec leur environnement. C'est intéressant. Comme ça, là, je dirais que peut-être le cinéma peut avoir la fonction du conte de fées. Je pense à l'analyse, enfin, je pense à ce bouquin, Psychanalyse des contes de fées, et puis il y a d'autres, plein de théoriciens qui parlent du fait que les contes de fées sont des sortes de contes moraux qui aident les enfants à trouver des boussoles morales dans la vie. Bon, bah, le cinéma propose aussi des visions morales de la vie, tu vois. Les adolescents, ça leur donne des exemples, ça leur donne des façons de réagir, ou ça leur permet d'avoir ouais, des références, tu vois. Donc peut-être d'une certaine façon c'est ça. Et puis sinon, et puis aussi c'est cool, enfin, c'est des récits d'aventure, c'est des récits qui te galvanisent, qui te font passer des bons moments, et puis qui suscitent l'émerveillement, je le répète, ou la peur, mais dans tous les cas, qui en tout cas font vivre des émotions. Et c'est noble, je trouve, de faire vivre des émotions aux gens. Comment dire, on a un peu dégradé justement cette notion de merveilleux. C'est un terme qui est hyper vaste et qu'on a un peu limité à justement genre l'émerveillement basique. Mais c'est vrai que le merveilleux, c'était quand même l'ouverture à tout un tas d'interprétations, d'incarnations fantastiques. Et j'ai l'impression que toi, c'est une de tes ambitions de Ouais. montrer, et d'ailleurs très certainement de ces films-là, de ces auteurs-là, de toujours avoir cette notion de danger, de mortalité derrière, qui font partie intégrante du merveilleux. Oui, en fait, moi je trouve ça très bien de travailler, enfin en tout cas j'aime beaucoup travailler sur les notions de merveilleux, et j'ai pas envie de faire des films cyniques, tu vois, ou qui ne croient pas à ce qu'ils sont. Et moi j'ai grandi avec des récits qui s'adressaient à moi et qui étaient honnêtes avec moi et qui m'embarquaient sincèrement dans des histoires avec des personnages qui avaient des enjeux auxquels je croyais. Et en fait, j'ai envie de retrouver ce truc-là. Alors peut-être que ça peut gêner ou ça peut perturber et qu'on peut appeler ça parfois naïf, tu vois. Mais en fait, moi, j'assume complètement ce truc-là et je préférerais toujours une forme de naïveté ou d'émerveillement au cynisme, au sarcasme et au pessimisme. Amen. Encore. Je te propose d'intégrer le film suivant de la sélection à ce stade de la conversation, puisque finalement, on est sur une sélection qui fait vraiment sens, et tout ce qu'on vient de dire, c'est des ingrédients à part entière du cheese, qui est La dernière vie de Simon, Yes. de Léo Carman, qui est pour le coup est un des derniers films un peu qui s'empare justement de cette notion de merveilleux, je trouve, d'une manière assez intéressante, qui est sorti en 2020, qui à mon sens n'a pas eu le retentissement qu'il aurait dû avoir, parce que c'était un film qui avait beaucoup d'ambition et qui avait un setup qui permettait justement de raconter un truc assez fou. Hyper original. Tu l'as en tête, tu veux le pitcher ou... Je te laisse le pitcher, mais Alors, je l'ai très bien en tête. En gros, c'est un orphelin qui est joué par Benjamin Voisin et qui peut prendre l'apparence des gens qu'il a déjà touchés. Très rapidement dans le film, il y a un accident qui fait qu'il prend la place de quelqu'un d'autre. Et tout le récit nous raconte comment cette personne qui s'est construit une nouvelle vie se retrouve coincée entre ce qu'il a construit et ce qu'il aurait pu être, à travers vraiment des petits effets en plus assez ludiques, puisqu'il y a ces transformations qui sont très bien gérées dans le film. Donc voilà, comme je l'ai dit, en plus il y a Benjamin Voisin dans le film, c'était un de ses premiers films, très belle année pour lui, 2020, il me semble qu'il a fait 3-4 films assez importants. Ouais. Commencer sa carrière, enfin je sais pas s'il a commencé, mais en tout cas c'est là où je l'ai vu pour la première fois. Il avait fait quelques trucs avant, mais je crois que 2020 c'est vraiment d'un coup, il a 3-4 films qui arrivent d'un coup, quoi.
Est-ce que... bon, déjà, je crois que c'est un film qui t'a vraiment plu, mais surtout, une des questions, moi, qui m'intéresse par rapport à ta gestion de tes comédiens aussi, c'est est-ce que le genre, c'est un bon endroit pour faire éclore des talents, parce que, et surtout des jeunes talents, parce que ça demande une certaine fraîcheur, j'ai l'impression, une certaine imagination, et du coup, on retrouve aussi cette capacité à inventer des choses et peut-être du coup à être bon comédien, je sais pas. Ah Je sais pas ouais, si tu vois ce que je veux dire. ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire. En effet, de toute façon, dans tous les projets, il faut rencontrer les bons comédiens. Enfin, il faut faire la rencontre. Enfin, il y a plein de cinéastes qui disent que que le casting il est bien fait enfin, comment dire, que une grosse partie du travail est fait quand au casting tu trouves les bonnes personnes. Mais en effet, je pense il faut rencontrer des gens qui sont des bons comédiens, qui sont bien pour le rôle, mais qui ont aussi du désir pour le projet et qui ont, comme tu le dis, une certaine capacité d'imagination. Je peux te donner un exemple par rapport à ça, c'est pour le casting de Kima, comme il s'agit de faire exister dans le film une créature invisible qui vibre dans les matériaux pour pouvoir survivre, donc dans le métal, le bois, les objets, les corps et tout ça. Il s'agissait pour moi au casting, pour le rôle de Tony, donc le rôle principal, de faire jouer aux comédiens que je rencontrais 2 scènes. La première, c'était une scène dialoguée classique où on échangeait des dialogues pour voir s'ils savaient bien dire les dialogues. Et la deuxième, c'était de les mettre devant un radiateur électrique portable et de s'adresser à ce radiateur comme si la créature était à l'intérieur. Ok. Vraiment un radiateur grand comme ça, tu vois. Et ben, c'est pas facile comme exercice. Non, non. Et, et un jour, un comédien est arrivé dans la salle et il a regardé le radiateur électrique et dans ses yeux, il y avait la créature. Ok. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jules Lefebvre qui a incarné brillamment le rôle de Tony. C'est que il a réussi dans son imagination et dans son corps et dans son regard à faire exister par les moyens de l'humanité, par le souffle, par les émotions, quelque chose qui n'existe pas. Il y a cru et du coup, tout le monde y a cru, quoi. Et en fait, pour moi, ça me plaît bien parce que, comme je te disais, moi j'aime bien travailler autour d'une science-fiction de l'invisible, des ondes, du hors-champ, de ce qui nous affecte, mais de ce qui n'est pas forcément visible, de ce qui n'est pas forcément concret, matiéré, tu vois. Et donc, c'est une SF qui passe du coup par les réactions humaines, par des choses spécifiquement humaines, comme la respiration, la dilatation des yeux, le tremblement dans la voix, enfin le jeu quoi, le jeu des comédiens. Et donc le film, en fait, il laisse la part belle aussi à ces réactions humaines, ces réactions de ces adolescents. Donc oui, il fallait qu'ils puissent, dans leur tête, y croire. Et leur cœur. C'est assez fou, moi, je trouve, quand cette magie-là, elle opère, quand tu mets un truc en place, c'est qu'il y a quelqu'un qui... C'est aussi un truc de confiance, c'est quelqu'un qui croit à ce que tu lui demandes de croire, et du coup, il arrive à le faire croire à tout le monde. C'est presque comme un récepteur d'ondes, tu sais, genre, tu passes à travers ce récepteur et d'un coup, tu projettes sur tout le monde, et C'est clair. je trouve ça assez fascinant. Ouais. Mais c'est clair, c'est clair. Et pour en revenir à La Dernière Vie de Simon, je crois que c'est un film qui t'avait plutôt bien plu. Je serais curieux de savoir ce que tu en avais pensé en 2 mots. Bah, moi, je trouve que c'est un film qui est hyper bien mis en scène, dont le scénario est hyper original et qui est fait avec beaucoup de sincérité, beaucoup de cœur, avec vraiment une ambition comme ça de retrouver cet esprit de l'étrangeté, connecté à des émotions très humaines. C'est ce qui en fait du coup pour moi un film français, tu vois, enfin typiquement français, même si à certains égards il reprend l'esthétique ou la vibe Amblin ou la vibe Zemeckis ou Spielberg. C'est un film qui se déroule dans un décor français, qui se passe dans un village de bord de mer en Bretagne, et qui ne cherche pas à copier-coller les Américains, mais plutôt à nous proposer une aventure originale pour nous embarquer. Et moi, j'admire beaucoup ça. Et donc, je trouve que c'est un film hyper intéressant, hyper beau. J'ai jamais rencontré Léo Carman pour lui dire, mais j'espère avoir l'occasion que ce film-là, en tout cas, tu vois, et je suis pas le seul, donne de la force quand on veut faire du genre, puisqu'on voit que c'est possible, quoi. Ouais, carrément, il rend plein de trucs possibles, je suis d'accord. Justement, il montre que c'est souvent une question de mise en scène, c'est souvent une question d'atmosphère. Et ça, c'est pas des trucs... on en revient au point de départ. C'est pas nécessairement une question d'argent. Et c'est trop cool de réussir à le faire dans des décors qui nous parlent directement. Enfin, on revient au point de départ de la conversation. C'est clair. J'ai perdu mon DVD de ton choix.
Je sais pas où... Ah, il était là tout à l'heure. Cette fin de tournage est un peu chaotique, mais oui, c'est pas grave, on va y arriver. C'est le merveilleux. Il l'a peut-être embarqué. C'est le merveilleux, Romain. C'est le merveilleux. Le Kima a pris ton DVD. Les choses disparaissent. C'est pas grave. C'est la Kima. C'est pas grave. Ton choix, on passe à ton choix, le poulet crispy, comme on l'appelle ici. Et tu as choisi un film qui s'appelle Les Géants de Bully Lanners. Bully Lanners. Ouais. On retrouve encore cette notion de capsule dans laquelle des adolescents vont traverser un chemin qui va les changer. Mais je pense que tu en parleras mieux que moi parce que c'est ton choix. C'est un très très beau film réalisé par Bully Lanners en 2011 je crois, ou 2010, qui raconte un été de 3 adolescents complètement abandonnés à eux-mêmes dans une maison de campagne. Sans parents, sans argent. Sans parents qui les abandonnent même. Oui, voilà, qui les laissent se démerder tout seuls. Et ils sont 3, ils s'ennuient et ils jouent et en même temps ils rencontrent des mecs un peu louches qui cherchent à les arnaquer. Ils vivent plein de péripéties, plein d'aventures. C'est une histoire d'amitié dans la campagne, donc ça se passe en Belgique. Mais en Europe, quoi, et qui reprend à certains égards des codes du western, notamment dans la musique, qui rappelle bien sûr les grandes heures d'Ennio Morricone, mais aussi, tu vois, c'est filmé en scope, l'image est magnifique, t'es embarqué dans une aventure à hauteur de regard de ces personnages, et c'est un film, quand je commençais à écrire mes premiers courts-métrages, qui m'avait beaucoup inspiré, puisqu'il proposait une aventure adolescente avec un souffle épique, avec un souffle d'aventure, avec beaucoup d'humour aussi, de l'humour noir. C'est un truc que tu as travaillé, ça, dans ton film ? Alors, pas dans les courts-métrages, mais dans Kima, oui. Ouais. Comme je te disais, en fait, j'aime bien le cinéma qui propose des palettes d'émotions, ou dans lequel tu peux rire, tu peux avoir peur, tu peux être ému. En tout cas, j'essaie de trouver ça avec Kima. Et dans mes prochains projets, c'est aussi ça, des palettes d'émotions. Et dans Les Géants de Bully Lanners, il y avait ça. Et donc, c'est un film qui m'a donné beaucoup de force quand j'étais vraiment un jeune cinéaste et que je commençais à faire des courts-métrages, parce que je me disais, voilà, c'est possible en France, en Europe, en tout cas dans la francophonie, de faire des films différents, de faire des films qui nous embarquent, qui sont généreux, qui sont ancrés dans nos décors, qui racontent des histoires, en l'occurrence belges, mais européennes, tu vois, et auxquelles on croit, et qui nous réchauffent le cœur, et en même temps qui sont ambitieuses, quoi. Et donc c'est un film qui a été longtemps une référence, où je disais, bah voilà, on peut faire des films sur des adolescents, des films, bon, c'est pas un film de genre vraiment, tu vois, mais en tout cas, dans mes discussions avec les producteurs, avec certains financeurs, certains guichets, voilà, j'en parlais, tu vois. Je me disais, bah, ça existe chez nous. Ça existe, on peut faire des films différents, quoi. Voilà. Trop bien. Et ben, ça me paraît être une excellente conclusion. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Allez voir Kima au cinéma le 5 août. Et merci beaucoup, Romain, d'être venu. C'est un plaisir. Kima, l'onde mystérieuse au cinéma le 5 août prochain. C'est tentant, hein. Faut pas faire ça ? Si, bien sûr que si. Fais-toi kiffer, tu plaisantes ou quoi ? Let's go !